Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit qui va durer aujourd'hui un petit peu plus d'une heure, dans lequel je vous invite à venir faire la découverte d'un Photoshop-like qui s'appelle Pixlr, qui permet de venir avoir accès à travers deux modes qui s'appellent X et E à des outils de retouche de photos et de création graphique en ligne. L'outil est actuellement en anglais, bientôt en français, et je le trouve assez performant pour pouvoir remplacer, quand on n'a pas Photoshop sous la main, rapidement pour pouvoir retoucher une photo, modifier un élément, supprimer un défaut, et cela très facilement. Je vous invite donc au cours de cette vidéo à découvrir les deux modes, les différents outils et les différentes possibilités qu'offre le logiciel, et bien sûr quelques petits cas pratiques. Alors encore une fois, si vous êtes utilisateur de Photoshop, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à vous, mais ça vous permettra, si vous êtes étudiant, de pallier au manque de celui-ci, et cela gratuitement. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr toujours disponible dans la section entraide ou commentaires, suivant si vous êtes sur tuto.com ou sur YouTube. Je rappelle également que si jamais au cours de la vidéo je parle un poil trop vite, vous avez la possibilité de réduire le timing de mes paroles. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le chiffre 1 en bas à droite ou la petite roue crantée et de définir un timing soit plus rapide en cliquant sur 2 jusqu'à 2 fois la vitesse actuelle, soit plus lent en cliquant sur 0,5 qui permet de réduire le timing de moitié. Voilà pour toutes les petites informations d'usage et cette introduction. Nous allons maintenant passer à la découverte de Pixlr avec la découverte de comment créer un nouveau document à partir de cette page d'accueil. La première chose à voir donc dans Pixlr, c'est quand vous commencez à vous connecter au site, avoir accès à différents éléments. Vous avez ici donc la version X, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt et sur laquelle nous allons commencer, qui est celle un petit peu plus débutante, qui va permettre de personnaliser rapidement vos photos. Vous avez la E, très simple d'utilisation, qui est un petit peu plus poussée avec plus de filtres et qu'on verra aussi au cours de cette formation. Ici vous avez le plan de pricing pour avoir toute la partie intelligence artificielle et paiement. Et ici le Pixlr Market, qui est en fait tout simplement une partie qui permet d'acheter des images. Personnellement, j'en ai pas forcément l'utilité. J'utilise des choses qui sont déjà existantes avec Unsplash ou FreePix. Là, je vais revenir sur le Pixlr X, donc qui est ici, et on va aller donc sur celui-ci. On va avoir sur la gauche ici plusieurs possibilités. Retrouver l'historique, qui va contenir les différentes images ou les différents projets que l'on aura ouverts récemment. Créer nouveau, qu'on va faire dans quelques instants. Importer une image ou importer une image depuis une URL. Donc les deux peuvent être intéressants suivant les besoins. On va avoir aussi Create New, qui va ici permettre de venir créer un nouveau document à partir de quelques paramètres, comme vous le voyez. On va avoir ici des paramètres classiques de web standard, grand ou petit. On va avoir ici la possibilité de nommer un onglet ou un projet, par exemple je peux l'appeler test, et ici lui définir une taille. Donc là la taille, on est en pixels, on a width qui va être donc la largeur et height qui va être la hauteur. On va avoir la possibilité de définir la couleur du background, du fond, donc ici on va être sur du blanc, ça me va très bien. Et il vous dit que le maximum qu'il accepte, on est quand même sur navigateur, c'est 4096 sur 4096. On clique sur Create, et automatiquement, vous avez donc le fichier qui vient se créer. Si jamais vous souhaitez le supprimer, là vous ne le voyez pas à l'écran parce que je ne filme que le bas de l'écran. Enfin, je ne filme pas le bas de l'écran d'habitude à cause de ma barre de tâches. J'ai oublié ici, je vous montre. On va avoir des boutons Close et Save. Donc, ces éléments vont permettre de venir fermer un projet à tout moment. On a également la possibilité ici de venir donc faire Open Image, qui va permettre de venir chercher une photo. Donc là, je vais aller sur mon ordinateur, et j'ai plusieurs fichiers. Alors, je vais en profiter pour supprimer celui-ci également. Et par exemple, ici dans Tuto, je vais avoir cette photo. Voilà, je double-clique, elle vient du site Unsplash. On va me demander, quand je charge la photo, quel type de photo je veux et surtout comment la mettre. Est-ce que je la veux en Ultra HD? Est-ce que je la veux en Full HD, donc au maximum à 1024 de long, ou en format web, donc au maximum 1280. Moi je vais rester ici sur un Full HD, parce qu'en fait le but de Pixlr c'est quand même de travailler pour du web, et non pas de travailler pour du print, donc on va rester sur quelque chose de Full HD, et il va adapter automatiquement normalement la taille. Et je vais lui demander qu'à chaque fois il me le mette en Full HD. Je clique sur appliquer, et vous voyez qu'automatiquement il est venu m'ouvrir mon image.
Petite information avant de commencer à voir la suite, ici je zoome et je dézoome à l'aide de ma souris. Je viens faire avec la molette des zooms et des zooms. On va voir maintenant dans la prochaine vidéo le principe donc de calque, comment il fonctionne, les petits menus que nous offre ici la partie navigation, et on verra également la partie préférence qui, vous allez le voir, est assez simple. Passons donc à l'interface de Pixlr X. Ici, c'est donc la version simplifiée du logiciel qui va contenir, comme je le disais, quelques outils que l'on va voir dans la vidéo juste après, et le système de calque classique à tous les logiciels de PAO, et ici, il ne fait pas exception, donc pour vous permettre de modifier vos éléments. Vous avez également ici une petite roue crantée qui permet de modifier vos préférences, donc de choisir votre langue, pour l'instant anglais et chinois. Prochainement, le français va venir s'ajouter à cela. La possibilité de faire apparaître les guides ou de les déplacer et d'avoir le mode lumineux suivant ce que vous préférez. Je recommande quand même plutôt le mode dark pour les yeux, c'est meilleur. En termes d'interface, ensuite, vous avez ici la possibilité de faire des retours en arrière, de fermer et d'enregistrer. Il faut savoir que tout est enregistré automatiquement dans l'application, directement sur le site, d'autant plus si vous avez un compte. Vous avez, en termes d'outils, deux possibilités sur la droite. Vous avez la possibilité de zoomer et dézoomer, même si vous pouvez également le faire à la molette, et vous avez les différents calques. Le premier calque, comme dans Photoshop ou dans n'importe quel logiciel de PAO lié à l'image, de retouche d'image, est en général bloqué. Et vous avez la petite coche ici pour le rendre visible ou non. Et le principe ensuite est très simple. En cliquant sur le petit plus ici, vous pouvez ajouter trois types de calques. Un calque vide, sur lequel vous viendrez travailler par la suite, que je vais garder pour vous présenter les outils. Un calque d'image, qui va vous permettre d'aller chercher une image sur votre ordinateur, que vous allez pouvoir ajouter pour faire de la fusion d'images, ou bien, tout simplement, un calque de texte. Et là, le calque de texte, on reverra ça tout à l'heure quand on verra l'outil du même nom, mais vous voyez que ça permet de venir rajouter une information sur le site. Enfin, sur votre Canva, votre outil. Là, je vais faire Undo pour revenir en arrière, et vous voyez que ça me permet donc de venir effacer cet élément. Je referme le menu texte, on reverra ça le moment venu. Pour finir sur la partie navigation, il y a deux autres boutons que je n'ai pas montré. Celui-ci, qui permet de minimiser ici vos différents calques, et vous voyez que ça a permis, en venant le fermer et le réouvrir, ici, en grand, d'avoir également l'historique, qui permet de voir l'intégralité de vos éléments, de vos actions réalisées, qui n'apparaissaient pas quand vous êtes en mode minimize. Vous avez ici la possibilité d'avoir des options supplémentaires sur les calques, que l'on n'avait pas tout à l'heure non plus. En venant cliquer sur les trois petits points, vous pouvez donner un nom à votre calque. Vous pouvez lui mettre un mode colorimétrique. On reverra ça juste après. Les blend modes, les modes de fusion permettent de venir fusionner des éléments entre eux. Et bien sûr, vous pouvez venir jouer sur la transparence, ou plutôt l'opacité de votre calque. Là, comme il est bloqué, ça ne marche pas. Donc je vais double-cliquer pour le débloquer. Et si je viens maintenant baisser l'opacité, on voit bien que l'élément est transparent. Je peux donc venir le bloquer ou le débloquer en double-cliquant, sinon vous pouvez le faire ici et le rendre visible ou invisible. Concernant les pictos qui sont en bas, vous avez ici la possibilité en fait de venir aligner vos éléments. Soit ici, vous venez aplatir tous vos calques, donc là comme je viens de le faire. Là, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Soit vous avez la possibilité de venir uniquement fusionner, donc aplatir les calques visibles, soit ici uniquement avec le calque qui est en haut. Et vous voyez que le raccourci, c'est un CTRL E. Donc c'est assez simple, c'est des éléments qui sont assez sympas et assez rapides à prendre en compte. Vous voyez bien que ici, donc, si je veux venir fusionner ou si je veux même venir dupliquer, j'ai un bouton Duplicate Layer qui va me permettre de dupliquer mon calque. Vous avez malheureusement l'impossibilité d'utiliser certains raccourcis connus de Photoshop. En général, on utilise le CTRL J pour dupliquer, pas possible ici malheureusement. Et impossible par contre, ou plutôt possible par contre, de venir déplacer et dupliquer des images avec un raccourci que je vous expliquerai un peu plus tard quand on verra les outils. Nous avons maintenant fait l'essentiel de la présentation de l'interface. Vous avez vu le menu de navigation à droite, les calques et l'historique. Nous allons pouvoir passer à la présentation des outils de la partie ici, Pixlr X. Passons donc à la présentation des différents outils de Pixlr X. Ici, je vais juste commencer par venir supprimer les différents calques. Alors, je clique sur le premier et on va juste appuyer sur la touche supprimer.
on prend le test, je supprime, et dans le background ici, on va cliquer sur les petits points, et on va se remettre à 100% de transparence, donc qui est ici. On va donc attaquer ces différents éléments, donc vous allez voir qu'ils sont assez simples, et ils permettent très rapidement et très simplement de retoucher votre photo. Le premier ici, Property, donc c'est la propriété, ça va permettre en fait de venir modifier la taille de votre espace de travail, en hauteur et en largeur, et ici vous pouvez venir cocher pour garder les proportions. Ça c'est pour l'image, donc ça vous pouvez la modifier, et en dessous vous avez pour l'espace de travail en entier, avec la possibilité de définir dans quelle direction ça va être modifié. Donc là par exemple, si je décide de l'augmenter, on va dire que je vais la mettre à 1930, sur le point en haut à droite, si j'applique, vous voyez que en fait il s'est agrandi à l'inverse de ce que j'avais décidé. Je vais faire un petit CTRL Z, c'était juste pour le principe. Ici on peut faire une rotation à gauche ou à droite, et un axe vertical ou horizontal. Enfin, plutôt horizontal et vertical. Et ici on a la possibilité de définir la couleur du background. Là je peux la mettre en blanc, et par exemple si je rends ma photo ici, invisible en cliquant sur le petit œil, vous voyez qu'on peut donc choisir cette couleur. Et vous pouvez également décocher pour avoir un fond transparent. Le deuxième bouton, lui, il va venir tout simplement permettre de déplacer votre image manuellement, ou alors de venir la modifier ici vous-même avec les paramètres que vous voulez. Vous pouvez choisir par exemple de déplacer de 5, 10, 15, 20 pixels en haut, ou à gauche. Ça vous permet vraiment de venir placer au pixel près. Et on retrouve la même chose que l'on a vu en cliquant sur les trois petits points ici, c'est-à-dire les modes de fusion, la transparence, la possibilité de dupliquer ou de supprimer un calque. L'élément suivant, le crop, lui, il va vous permettre de venir modifier, et bien tout simplement ici, votre photo et de la redimensionner. Vous avez ici les paramètres de la nouvelle taille, vous pouvez venir voir l'aspect. En venant faire Select Aspect, vous choisissez en fait des paramètres prédéfinis. Donc soit par ratio, soit par taille. Donc le ratio c'est 1,1, c'est carré, mais si par exemple je mets un ratio d'une largeur de 2 pour une hauteur de 1, vous avez un rectangle. Et de cette façon, vous pouvez venir replacer et déformer votre crop. Vous appuyez sur Entrée et la redimension est validée. Là je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière et vous montrer le reste. Ici vous avez différents presets, différents formats de recadrage qui existent déjà pour venir adapter votre rendu. Donc autant en profiter, ça permet d'avoir quelque chose d'assez qualitatif. Donc là, c'est les trois premiers outils. Vous voyez qu'ils sont très simples à utiliser, autant en profiter. Et si jamais vous ne souhaitez pas en utiliser, un petit clic sur Reset, on revient à la base. J'appuie sur Cancel pour bloquer, et on va venir sur le suivant. L'outil suivant, il est beaucoup plus complet. Comme vous le voyez, c'est un outil qui va permettre de venir sélectionner des éléments, sélectionner des photos, et cacher ou non certaines choses. Le premier ici, le Tool, donc vous voyez, va permettre de venir faire des rectangles de sélection. Et il va masquer automatiquement tout ce qui est hors de la sélection. On voit ici qu'il y a d'ailleurs un petit ciseau qui apparaît, cela veut dire que vous avez donc croppé. On peut revenir ici avec un CTRL Z bien sûr en arrière à tout moment. Et vous avez ici donc un autre mode qui est Remove, et lui ça va être en fait qu'il va rendre invisible, qui va effacer ce que vous aurez sélectionné. En termes de taille ou de forme, vous avez donc le carré. Pour avoir un carré parfait, vous pouvez également venir normalement appuyer sur Shift. Alors je vois que ça ne marche pas, raté. Par contre Shift va vous permettre de passer en mode soit effacer, soit garder. Donc vous voyez quand c'est effacé, c'est rouge, quand c'est gardé, c'est vert. Vous avez ici les différents cercles, les différents formats. Donc là si vous voulez faire un cercle, vous pouvez. Si vous voulez venir faire un triangle, c'est possible. Une étoile, donc comme ceci. Donc là vous voyez une étoile très simple à 5 branches. Un cœur ou une ligne. Et vous avez ici donc ce qu'ils appellent le softness. Donc là, ici, le softness va être en fait un contour progressif. Donc là par exemple, au début, vous voyez que j'ai un bord très net. Si je prends en light, je vais avoir quelque chose qui va être un petit peu plus ici flouté. Et si je prends medium, c'est totalement flouté. Donc c'est vraiment un contour progressif très rapidement. Donc pour faire de la découpe à base de forme, pour ne garder que certains éléments, cela peut être intéressant. Ensuite, on a ici donc en bas les Int Remove qui permettent de venir cacher ici ce qui a été enlevé, mais de quand même voir malgré tout celui-ci. Donc là on voit qu'on a effacé cette partie, mais en transparence on continue de la voir en cas de besoin. On a ensuite la possibilité, alors si je veux bien venir ici me faire un petit CTRL Z, voilà, d'extraire
eh bien, la sélection ou le calque. Donc là, vous voyez, je vais venir faire extraire. Et en fait, il m'a fait ma découpe, mais sur un nouveau calque. On peut venir également inverser. Donc ça veut dire, si je viens cliquer ici, en cliquant sur inverser, voilà, que je viens faire une découpe, et qu'il va m'inverser celle-ci. De cette façon, vous voyez qu'il ne me garde que ce qui a été sélectionné. Donc on va revenir en arrière pour vous montrer. Donc là, hop, je fais ma sélection, je viens cliquer sur inverser, et donc il me garde à l'inverse ce qui avait été déjà paramétré. Donc vous voyez que ce sont des outils assez rapides, assez simples d'utilisation, et pas très compliqués. Et le dernier, c'est tout simplement pour enlever la découpe que potentiellement vous avez pu faire. On a ensuite un outil qui permet de venir faire des sélections ou des découpages, comme tout à l'heure, uniquement sur les endroits où vous allez venir cliquer. Donc ici, vous voyez, je suis venu cliquer sur le jaune et automatiquement il a été supprimé. Si je viens ici donc cliquer par exemple en mode remove sur le bleu, il va me le supprimer. Alors malheureusement ce n'est pas hyper précis et ça permet pas d'avoir des éléments assez intéressants, donc personnellement je suis pas un grand fan. Vous avez également ici la possibilité de venir le faire avec un pinceau. Le pinceau, très simplement, ici vous avez sa taille, vous allez pouvoir venir l'augmenter, vous allez pouvoir venir augmenter si ça doit être flou ou net, et ainsi, et bien comme tout à l'heure, vous allez pouvoir venir peindre, et les endroits où vous allez venir peindre, ça va supprimer. Donc là, on voit bien qu'on va avoir quelque chose de très doux, ici on va avoir quelque chose de très net, on voit rapidement la différence. Retenez bien, parce que le pinceau, on l'utilisera sur d'autres outils. Les paramétrages seront assez identiques, c'est pour ça que je ne reviendrai d'ailleurs pas dessus à chaque fois. Et on a enfin la dernière partie ici, avec le lasso, qui permet tout simplement de venir faire une sélection à main levée pour votre découpe. Donc vous voyez, assez simple. Et ici, le AI Cutout permet lui en fait, via du machine learning, de venir repérer l'élément important. Alors il faut savoir que ce machine learning, lui, ne fonctionne que si vous avez un compte premium. Donc là, il est repérable ici à la petite couronne, et là, normalement, il vous sélectionne, vous supprime les éléments principaux. Alors là, forcément, vu la photo, on n'a pas forcément d'élément principal. On va aller chercher une autre image. Donc, je vais venir ici dans mon fichier. J'ai... Alors ça, c'est mes TikTok. Parce que vous pouvez retrouver maintenant mes éléments et mes vidéos sur TikTok. Voilà, on va créer un nouveau. On a donc le personnage, et donc là, si je demande à l'intelligence artificielle de venir rechercher, il va me retrouver le personnage et il va me faire gagner pas mal de temps. Donc autant en profiter. Par contre, comme je le disais, malheureusement, cette fonctionnalité et tout ce qui va souvent toucher à l'intelligence artificielle dans Pixlr sera payant. Donc il vous faudra prendre un compte qui, en termes de prix, n'est pas trop cher. On reverra ça dans la vidéo dédiée à la fin de la formation, où je vous présente un petit peu les politiques de prix par rapport à ce que on a pu réaliser et ce que j'en pense. Donc là, je vais faire un CTRL Z, on va revenir à l'accueil, et je vais reprendre ici notre autre image. Et on va pouvoir attaquer les éléments suivants. Ensuite, on va avoir ici des calques qui vont permettre de retoucher la colorimétrie, très simplement. Donc, le premier, ici, va permettre, comme vous le voyez, de placer en noir et blanc. Ici, de venir placer en négatif. Ça se fait en un clic, c'est très simple. En haut, on a Autofix, qui va en fait venir retoucher l'ambiance colorimétrique automatiquement par rapport à ce qui lui semble logique. Là, il a juste augmenté légèrement la vibrance. Moi, je vais vous expliquer rapidement les différentes possibilités de ce menu. Alors, vous voyez qu'il y en a plutôt beaucoup. Donc pour ça, ce que je vous propose, plutôt que d'y passer des heures et d'avoir une vidéo très très longue, parce qu'on est déjà à 10 minutes, c'est de venir faire une seconde partie, de vous faire une petite pause, avant d'attaquer la suite. Parce que là, comme vous le voyez, ça va être beaucoup des menus très très complexes. Donc on va attaquer ça tout de suite dans la prochaine vidéo dédiée à l'ajustement. Passons donc aux présentations des outils d'ajustement. Donc ils sont délimités ici, comme vous le voyez, en plusieurs catégories qui vont vous permettre de modifier la colorimétrie, la luminosité de vos photos. Le premier, Vibrance, ici, va vous permettre, comme vous le voyez, de venir donner du peps aux couleurs, ou alors de venir au contraire en enlever, ça désature un petit peu. Saturation, lui, va permettre de faire soit du noir et blanc, soit de venir faire ressortir vraiment les couleurs de votre photo. Donc ça peut donner des choses assez surréalistes. Température, ou Temperature, permet donc de venir augmenter une ambiance un petit peu jaune, ou augmenter une ambiance un petit peu bleue sur votre photo, qui permet donc, comme vous le voyez, de changer rapidement le style de celle-ci. Le Tint fait la même chose, mais avec du vert ou du magenta.
Ça permet donc de modifier l'ambiance colorimétrique rapidement. Et la hue, la saturation, ici, va vous permettre de venir modifier, ou plutôt la teinte, la saturation, va vous permettre de modifier bien les teintes de votre photo pour obtenir des choses un petit peu surréalistes, qui peuvent être intéressantes et utiles. Ça, c'est la partie couleur. Dans la partie light, on retrouve également ici un certain nombre de possibilités de paramétrage. On va avoir ici la possibilité d'ajouter un filtre blanc ou un filtre noir pour les contrastes. Ici, d'augmenter l'exposition. Donc l'exposition, c'est le nombre de le pourcentage de luminosité qui rentre dans un appareil photo et qui frappe le capteur. Ici, on peut venir augmenter la luminosité, le nombre de lumière, le pourcentage de lumière qui rentre, ou au contraire le baisser, qui va permettre d'assombrir la photo. Les contrastes vont permettre, comme vous le voyez, de venir assombrir la photo ou de mettre un petit voile gris, qui n'est pas forcément intéressant, mais qui donne un côté vintage. Et ici, donc, on peut au contraire venir faire ressortir des informations un peu plus poussées. Black va faire ressortir les noirs, et à l'inverse ici, encore une fois, avoir quelque chose un petit peu plus blanc. Et white, les lumières vont être ici un petit peu plus visuelles, un petit peu plus nombreuses. Et on peut modifier donc les hautes lumières et les ombres, qui vont permettre également, comme vous le voyez, d'éclaircir la photo et d'ajouter du contraste. Et on peut faire la même chose avec les ombres de l'autre côté. C'est très rapide, mais ça permet, comme vous le voyez ici, de venir modifier la photo. Là, je le fais en avant-après, mais vous voyez qu'en quelques instants, on a modifié vraiment l'intégralité ici de la composition. On retrouve quelque chose qui va être beaucoup plus pétant, qui va être beaucoup plus contrasté que ce qu'on avait au début. Ici, je viens refermer le tout. On va avoir ensuite toning, qui va vous permettre en fait de venir chercher une ambiance plus ou moins rouge. Donc on va faire ici ce que l'on appelle de la fausse bichromie. On va passer notre photo en nuances de couleurs. Donc ici ça va être du rouge, mais je peux très bien choisir que ce soit du vert ou autre. Ici, comme on a pris rouge sur les highlights et rouge sur les shadows, donc sur les ombres, on a une photo où tout ce qui est sombre est rouge foncé, tout ce qui est clair est rose. Et bien ici, je peux venir demander à ce que ce qui est clair soit vert et ce qui est foncé soit rouge ou soit bleu, violet, etc., etc. Et là, vous avez ici la possibilité de modifier via le sélecteur la couleur que vous voulez pour l'un ou pour l'autre. Donc ça peut être assez intéressant, encore une fois, pour venir ajouter un petit filtre à votre photo, et cela très rapidement. Et je trouve ça assez intéressant. Dans Files, ça va permettre de venir ajouter ici un fond de couleur, avec un mode de fusion, qui va permettre de venir, comme vous le voyez, donner des petits effets intéressants à votre couleur. Et vous pouvez toujours avoir ici le sélecteur qui vous permet de modifier le tout. Donc là, ça va être des éléments qui vont vous permettre de créer une ambiance colorimétrique, comme le toning. Et enfin, le dernier, le curve, donc la courbe, va vous permettre de choisir les couleurs rouge, verte et bleue, donc RVB, qui sont tout simplement en travail photographique les couleurs que l'on utilise sur les écrans, et un petit bouton gris qui vous permet de venir, normalement ici, en double-cliquant, vous voyez, modifier la luminosité. Là, je suis sur la couche grise, mais si je viens sur la couche bleue, je peux double-cliquer pour ajouter un point qui me permet d'accentuer ou d'assombrir mes teintes bleues, mes teintes vertes ou mes teintes rouges. Et bien sûr, à la fin, un petit clic sur appliquer permet de venir finaliser le tout. Et là, je peux faire un avant-après, vous voyez tout de suite que j'ai pu créer un petit filtre qui va faire ressortir les détails, donner un côté un petit peu moins vintage et faire ressortir les tons bleus. Et donc ça, c'est toute la partie ici, Adjustment. Donc moi je vais revenir en arrière, on va rester sur la photo de base, et on va voir la partie ici, juste en dessous, filtreur. Je ne vais pas tous les pousser à fond, je vais vous expliquer juste encore une fois, rapidement, comment ils fonctionnent dans la partie Pixlr X. La première, le Sharpen, ici, donc vous voyez, n'est pas forcément très utile, mais elle va permettre de faire ressortir du détail sur la photo. Je vous montre, avant, après. On a ici du bruit qui ressort, permettant de faire ajouter de la netteté. Clarity, pareil, ça va être quelque chose qui va permettre soit de venir donner un effet ici un petit peu flouté, un petit peu surréaliste, que je trouve très intéressant, ou au contraire venir ajouter du détail, venir ajouter de la netteté. Smooth, c'est pareil, ça va être comme Clarity, quand vous venez le mettre en négatif, ça ajoute un effet assez intéressant. Blur va venir flouter, donc là ça permet vraiment de venir ajouter un effet de flou comme on veut, et le grain va venir ajouter, vous voyez ces petits points ici, qui rappellent un petit peu les photographies argentiques, et que l'on peut donc de cette façon voir et utiliser. Ça c'est toute la partie détail de nos filtres. On a ensuite la partie scène. Le premier permet de venir mettre un vignettage. Le vignettage, ça nous vient aussi des photographies argentiques. On a aussi donc cet effet qui se met en place rapidement, soit en noir, soit en blanc, suivant celui qu'on va définir.
Le fringe, vous voyez, ça permet très rapidement, et ça c'est un style que je trouve très intéressant, de venir donner un effet de glitch à la photo. Donc l'effet, ce filtre, je le trouve vraiment très bien, parce que très rapidement, vous voyez, on peut venir modifier la photo pour créer un effet surréaliste. Donc autant en profiter, ça peut être très intéressant, soit vous pouvez le faire très légèrement, soit on peut le pousser vraiment au maximum pour nos effets ici. Le suivant, il permet de venir, comme vous le voyez, ajouter un effet un petit peu vintage et surtout assombrir les tons très sombres. Donc ça peut être très sympa pour venir donner un style. Bloom, ça va éclaircir énormément, et Glamour va venir donner un effet un peu plus cosy à la photo. Ça marche plutôt bien sur les photos de nuit. Posterize va permettre de venir modifier le nombre de couleurs dans votre photo. Ici, voilà, par exemple, vous voyez que ça va venir donc modifier les couleurs pour en avoir un petit peu moins et donner un effet un peu crayonné. Et on a également ici le côté pixelisation qui permet donc de venir donner un effet un petit peu ancien, un petit peu jeu vidéo, genre du 8 bits ou autre. Et donc ça peut être rigolo pour venir simuler des anciens jeux d'ordinateur ou de console. Et vous avez la même chose avec ici la mosaïque qui permet de venir donner un effet à la photo. Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui va relativement vite, hein, ça prend pas des heures à faire, autant en profiter. Et ce qui peut être utile, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut venir dupliquer ici un calque. Donc là je duplique mon arrière-plan, je peux très bien venir le pixeliser, ou pour l'instant même ne rien faire dessus, hein. Je peux venir reprendre les outils de découpe qu'on a déjà vus, dire que je ne veux sélectionner par exemple que, je le fais très vite, hein, mais juste cette partie-là. Donc hop, voilà, je sélectionne le taxi, et rien ne m'empêche de venir, une fois qu'il est sélectionné, eh bien, réaliser mon effet, mon filtre, uniquement sur ce qui est sélectionné. Donc là, normalement, si je cache celui-là, alors il n'a pas voulu me le faire, voilà, on va faire extraire du filtre, enfin de l'élément. Donc là, je reviens en arrière, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, donc là, je suis bien ici. Je veux bien garder uniquement ceci. On va avoir ici, donc vraiment juste ma sélection rapidement. Petit bug, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et donc là, il m'a bien gardé que cette partie-là. Si je remets ici en arrière mon fond, je peux très bien venir sur mon background copy, venir ajouter un filtre et pourquoi pas ajouter une pixelisation. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir ajouter un effet très rapidement, uniquement sur un élément. Alors je dis pas qu'ici c'est très beau, hein, mais ça permet de venir également travailler uniquement certaines parties. Et là c'est la sélection, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être intéressant. Il est possible de venir également, vous voyez, hop, ajouter du détail par exemple, juste sur cet élément. Je peux venir également, pourquoi pas, modifier uniquement la tonalité d'une partie de la photo. Donc là je pourrais très bien venir, hop, éclaircir ici. Et comme là, on a fait une découpe nette, ça se voit, mais si j'avais fait une découpe beaucoup plus douce, avec un contour progressif, on aurait eu quelque chose ici qui serait beaucoup plus doux. Et il sera, je pense, possible, juste après, comme vous le verrez, de venir modifier cela. On va attaquer la prochaine vidéo avec les différents effets, et ainsi, on aura donc vu tous les éléments un peu importants de retouche colorimétrique. On attaquera sur les derniers outils, qui vont être les outils de Liquify, de retouche et de dessin. Même si on les a déjà rapidement vus, ça permettra de les revoir. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo. La partie suivante est relativement rapide. Elle contient donc ici, en cliquant sur le pictogramme effet, et bien tout simplement des filtres préenregistrés dans différentes catégories. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'elles sont assez nombreuses, je vais juste vous montrer le rendu. Vous avez la partie Friends qui va vous permettre d'avoir ici, comme vous le voyez, des filtres assez intéressants en termes de colorimétrie et de partage. Vous allez avoir, en revenant plutôt dans Back, ici, des effets de noir et blanc ou de sépia, qui peuvent aussi être très utiles. Des effets de mise en couleur. Bref, pas mal d'effets colorimétriques assez intéressants. On va aussi avoir des effets avec des filtres, comme vous le voyez, qui vont vous permettre de mettre en avant des rendus un petit peu plus créatifs, ou encore des effets qui vont être dédiés à certains types de photos. Par exemple, ici, si on est sur des photos de ville, on va avoir des effets Summer, Stalker, etc. qui permettent de faire ressortir des détails en jouant sur les contrastes. Je vous laisse faire le tour par vous-même, mais vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent être assez intéressantes. Dans le même temps, j'en profite aussi, avant d'aller voir ici les autres outils, pour vous montrer les deux derniers,
qui vous permettent de venir ici ajouter des éléments. Donc on reverra ça après. Je pensais les faire tout de suite, mais j'avais oublié qu'il y avait autant d'informations, donc ça ferait l'objet d'une vidéo. On va maintenant revenir à l'accueil, parce que on va venir chercher une photo de personnage, celui qu'on a eu tout à l'heure, pour venir présenter fluidité dans la prochaine vidéo. Donc là je reprends mon petit personnage, je clique sur la vague qui représente Liquify, donc fluidité, et on va attaquer ça dans la vidéo suivante. Passons donc à l'option suivante, qui est donc l'option Liquify, ou tout simplement fluidité en français, qui permet, comme son nom l'indique, de venir fluidifier une photo, par exemple, de portrait. Ici, je vais zoomer sur notre personnage, et vous allez avoir, en fait, plusieurs outils. Un premier, ici, qui va vous permettre, tout simplement, d'en cliquant, de venir, vous voyez, déplacer des éléments. C'est très, très faible, pour ça, je vais venir ici augmenter, par exemple, la taille de mon pinceau, et là, vous voyez qu'on peut venir, donc, modifier un petit peu plus la taille. Ça permet vraiment de venir retravailler ici un portrait, retravailler des éléments en quelques instants. C'est aussi ce qui est utilisé pour amaigrir en général sur les logiciels, les gens ou les grossir. Vous avez donc un premier paramètre qui permet ici de définir la taille de votre pinceau. Ici, ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins doux ou plus ou moins dur. Sachez que le CTRL Z fonctionne également. Si vous avez quelque chose de très doux, vous voyez ici, avec 1%, le déplacement n'est pas très fort. Si j'augmente, le quotient de déplacement sera plus. Density va permettre d'avoir plus de taille de votre diamètre qui va être pris en compte. Donc là par exemple, vous voyez, si je le mets à fond, il va vraiment déplacer tout avec le diamètre de mon cercle. Donc ici, si je déplace, vous voyez que ça permet très rapidement de venir tout déplacer. Je fais un petit CTRL Z. Par contre, si je baisse la densité, ici, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus doux et beaucoup plus petit. Par contre, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui va être relativement impactant en termes de RAM de votre ordinateur, et donc ça risque de ramer. Donc pour ça, vous pouvez ici le faire en basse qualité, et après vous pouvez venir cocher pour voir le rendu en haute qualité. Mais par contre, qui dit haute qualité dit, comme vous le voyez, énormément ici de lag. Là, c'est le premier outil. Le deuxième outil, lui, il permet de venir élargir. Donc par exemple, imaginons que je veux ici venir élargir un œil. Je vais prendre un cercle de la taille de mon œil. Et ici, je vais cliquer et vous voyez que ça va permettre de venir les agrandir. Le troisième, c'est l'inverse. Il va permettre de venir réduire. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux venir réduire la taille de mon nez. Et je peux même en profiter à côté pour venir éclaircir ou agrandir mon visage. On peut très rapidement venir faire, comme vous le voyez ainsi, des petites caricatures. Les deux boutons suivants, eux, permettent tout simplement, alors ici ça va pas être intéressant, peut-être sur l'œil un peu plus, de venir déplacer et faire un switch. Si je clique beaucoup, vous voyez que ça va même venir faire un arrondi complet. Donc c'est intéressant pour venir réaliser des caricatures. Et ici le dernier bouton, il permet tout simplement de venir restaurer les modifications que vous avez fait en venant cliquer. Alors par contre, comme vous le voyez, c'est pas l'outil le plus performant, ça ira beaucoup plus vite de revenir dans l'historique et de faire des CTRL Z, soyons complètement francs. Et donc ça, c'est, comme vous l'avez vu, les outils de Liquify. Très simple d'utilisation, je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Moi, je vous dis maintenant à tout de suite pour la prochaine vidéo. On va fermer ceci et on va passer aux différents outils de retouche qui sont juste après, ou sur ce personnage, et les outils de pinceau. On va faire les deux en même temps, vous allez voir, c'est assez simple. On ferme cette photo et on va venir en ouvrir une autre qui permettra de tester les outils de retouche. Passons maintenant aux autres outils, les outils de retouche. Ils sont au nombre de 4 et assez simples comme vous allez le voir. Il va y avoir souvent le paramètre de pinceau que l'on a ici, que vous pouvez voir. Le premier, le tool pinceau, qui est ici, donc le premier outil, c'est un outil de réparation, comme ils le disent, ou de soin. Le premier fonctionne par patch, l'idée est la suivante. Vous avez par exemple ici, alors des fausses taches de rousseur, mais on va partir du principe que c'est des vrais. Il vous suffit simplement de venir cliquer dessus. Automatiquement, le logiciel repère les textures à côté et il va venir remplacer les défauts qu'il voit par rapport au reste de l'image. Vous avez le parti à côté InFile qui va fonctionner plus ou moins pareil, mais par contre il va juste falloir peindre. Ça va prendre un petit peu de temps au chargement parce que il doit bien observer ce qui se passe autour, mais de cette façon vous voyez qu'il vient corriger le défaut. Ça c'est le premier outil de retouche que je trouve assez intéressant et assez puissant. Le deuxième, lui, le Clown Stamp, qui est donc l'outil tampon, permet de venir donc toujours jouer sur la taille de votre pinceau, sur sa dureté ou sa solidité,
ici, et sur la transparence ainsi que sur l'alignement. Et le principe, ça va être que vous allez prendre une référence, donc là ça va être cette zone, avec la partie source. On passe ensuite en mode Paint, et vous voyez qu'il va en fait venir peindre depuis la zone source, pour venir remplacer les possibles défauts présents. Il va dupliquer les éléments. Donc ça va assez vite et ça permet donc d'avoir une petite correction très sympathique sur une photo. Je ne vais pas tous les faire, vous avez compris le principe. La partie suivante, ça va être donc Blur ou Sharpen. Donc Blur, comme son nom l'indique, va permettre de venir flouter une photo. Là par exemple, imaginons je vais venir ajouter du flou sur l'œil. Tous les endroits où je vais peindre, ça va venir flouter. Et à l'inverse, Sharpen, ça va venir ajouter du détail. Donc là on voit bien la différence entre les deux yeux. On a vraiment du détail qui va ressortir dans celui-ci, tandis que de l'autre côté on va avoir quelque chose de très flou. Donc ça permet vraiment de pouvoir faire des modifications très rapidement. Et ça peut être sur de très grandes zones. Imaginons par exemple que je veux faire ressortir ici le cuir chevelu. Avec le Sharpen, et bien vous voyez que très rapidement, on va avoir un effet assez sympa. Pour l'outil d'à côté, Dodge and Burn, on va venir... Enfin, là ils l'ont appelé Light Darken, mais vous voyez qu'ici c'est Dodge and Burn. Ça permet tout simplement, toujours avec les options de taille, de softness, etc., de venir modifier la lumière et les ombres. Par exemple, là je suis en light, donc je vais venir ajouter de la luminosité dans les tons sombres, moyens ou lumineux. Donc là je suis dans les tons moyens. Et vous voyez que ça va permettre de venir éclaircir. Si je prends dans le dark, ça me permet de venir assombrir les zones sombres. Si je me mets ici en mode mid, vous voyez que ça va être beaucoup plus doux. Et si je me mets en mode light, normalement, ça va être encore plus doux. Et ça me permet donc de venir modifier, comme vous le voyez ici, les différents éclairages de ma photo en quelques instants. Donc là, je vais venir baisser un petit peu. Sur Light, quand on a déjà une couleur, vous voyez que ça va être quelque chose qui va vraiment ajouter de la surexposition. Ce n'est pas forcément recommandé, sauf au final. Donc il vaut mieux utiliser le Light. Ce que je ferais pour ma part avec du Light, c'est plutôt que je viendrais prendre quelque chose de très petit, et je viendrais en fait ajouter par exemple un éclat dans les yeux, comme ceci. Donc là, ça permet de faire ressortir l'œil. Et l'effet inverse ici, donc, avec le Dark, qui va permettre, lui, de venir assombrir la photo pour accentuer les ombres. Donc là, vous voyez, ça va très vite, hein, on peut vraiment accentuer ça. On va prendre quelque chose qui va être encore plus diffus, et ainsi, on peut venir diffuser de l'ombre sur le visage. Bien sûr, vous pouvez jouer aussi avec ici donc l'effet qu'ils appellent Strange, qui va permettre de venir faire un effet un peu plus marqué. Donc, voilà pour les outils de retouche, assez simples comme vous le voyez, mais qui permettent très rapidement de venir corriger des défauts, mettre du flou, mettre de la netteté, ou bien tout simplement ajouter de l'ombre et de la lumière. On va passer à la prochaine vidéo, qui va être également assez rapide, hein, comme vous allez le voir, c'est les outils de forme, avant d'attaquer par la suite les outils de texte et les outils d'ajout. Passons maintenant aux outils de dessin. Alors, que ce soit pour le premier, qui est ici donc le pinceau, la gomme ou encore le pen tool, vous allez voir que c'est assez semblable et ce ne sont que des choses qu'on a déjà vues. Alors ici, on va commencer par venir définir la taille du pinceau. Ici, vous allez avoir sa couleur, donc il existe des couleurs préenregistrées, et dans le sélecteur, vous pouvez en choisir une autre. Ici, vous avez les différentes teintes, ici, enfin ou plutôt les différents contrastes et luminosités. Ici les différentes teintes, et ici la possibilité de choisir le code hexadécimal. Et maintenant, si je viens peindre, vous voyez que ça peint directement ici. Donc c'est assez simple à prendre en main. Le problème que j'ai, c'est que malheureusement, ça ne prend pas en compte la pression des stylets. Après, on est sur un outil en ligne, ça finira peut-être par fonctionner, j'ose l'espérer. Vous avez ensuite la partie suivante qui est le pinceau, qui a les mêmes paramètres et qui permet lui tout simplement de venir effacer ce que vous avez fait. Suivi ici du pen. Donc le pen, lui, à la différence des autres, il va en fait permettre de venir faire des coups de crayon. Comme si vous vouliez venir faire un croquis, donc ça va être ici avec cet outil. Et plusieurs types de crayons vous sont proposés. Donc vous avez le classique, vous avez ici un petit peu plus crayon de papier, un effet croquis. Vous allez avoir des effets un peu plus poussés avec des angles un peu plus importants. Un peu plus ce qu'ils appellent furieux, donc comme ça si vous venez ici, vous voyez, faire des petits traits, directement on a un effet intéressant. Le trail qui va être un petit peu plus abstrait, que je trouve ça intéressant. Le crayon tout simplement, comme si vous veniez utiliser un crayon de chantier. Et enfin, à l'encre, comme si vous aviez un stylo plume. Et vous voyez qu'avec ces outils, vous pouvez très rapidement venir dessiner dans la composition. Et la dernière partie,
très simple d'utilisation. Vous avez ici plusieurs formes, des éléments qu'on a déjà vus un petit peu plus tôt. Vous pouvez définir ce qu'ils appellent le files ici, donc vous pouvez venir, comme vous le voyez, tracer des carrés, des cercles et autres, différentes formes. Et vous pouvez également définir ce qu'ils appellent le outline, c'est-à-dire le fond. Et ici, je peux demander le contour, je veux dire. Et donc ici, je peux avoir, ici, comme vous le voyez, mon contour qui est paramétré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options de paramétrage, à part ici dans Size, où vous allez avoir le contour, ou la taille du contour. Donc plus ça sera faible, plus le contour sera petit. Plus ça sera gros, plus le contour sera gros. Mais sinon, à part ça, pour l'instant, très peu de personnalisation. Mais ça reste intéressant malgré tout. Donc voilà pour les outils de pinceau, de dessin. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que ils sont assez basiques, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et on va maintenant attaquer les outils de texte. Passons maintenant à l'ajout de texte. Pour cela, il vous faut cliquer sur le bouton Add Text Add New Text, qui permet d'ajouter, comme vous le voyez, un bloc et aussi un nouveau calque. Vous avez la possibilité de le déplacer ici via ce petit bouton, qui est donc un bouton qui permet de faire des rotations. Et si vous cliquez au milieu, vous pouvez le déplacer où vous voulez. En termes de paramétrage, vous allez écrire votre texte ici. Texte tuto. Hop, que je ne fasse pas de faute. Voilà. Et vous allez avoir ici donc plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. L'alignement dans le bloc. Est-ce que c'est gauche, droite ou centré? Est-ce que tout doit être en majuscule, en italique ou en bold, c'est-à-dire en gras? Ici, vous allez avoir le choix entre une multitude de typos que vous allez pouvoir venir choisir. Et également avoir la possibilité de venir utiliser ce qu'ils appellent des fontes locales. C'est celles qui sont enregistrées sur votre ordinateur, que vous auriez téléchargé sur des sites comme Dafont par exemple. Vous avez ensuite la possibilité de choisir la couleur. Donc là, classiquement, je ne reviens pas dessus, on a maintenant vu déjà comment utiliser le navigateur. Puis on a ensuite des paramètres de taille pour le texte, des paramètres d'espacement de lignes, ça c'est si vous partez sur plusieurs lignes. Ici vous voyez que j'ai plusieurs lignes, je peux venir espacer mon interlignage. On a le letter spacing, en français appelé interlettrage, qui permet de modifier l'espace entre celles-ci. La possibilité d'ajouter tout simplement un bloc de couleurs, comme on le voit sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Instagram ou sur TikTok. La possibilité de définir un contour en plus de ce background. Ce contour, donc ici vous voyez si je descends, on peut demander à ce qu'il soit plus ou moins épais. Et vous voyez qu'il se met également sur le texte. Donc ça peut être intéressant pour créer des styles spécifiques. Moi ça ne m'intéresse pas trop, je vais le cacher. Sur le fond, ce que je n'ai pas montré aussi, c'est que ça peut être uniquement une ligne, ou est-ce que ça peut être uniquement sur les mots. Donc ça permet vraiment de définir celui qu'on veut mettre en place. Et enfin, il y a ce qu'ils appellent le shadow, qui permet de venir créer tout simplement une ombre de couleur. Vous pouvez définir ici son opacité. Là, je vais la mettre en bleu pour qu'elle soit bien visible. Et on peut venir ainsi déformer et placer verticalement et horizontalement l'ombre comme on le souhaite. Et de cette façon, vous avez la possibilité de venir créer vos propres textes très facilement, que vous pourriez venir ajouter par exemple à une photo, à une composition ou autre. À vous de voir vos besoins et vos envies. On attaque la dernière vidéo maintenant de Pixlr X, qui est la version rapide de l'outil, avec ici les outils d'ajout d'éléments et d'ajout d'images, puis nous passerons sur la version un petit peu plus poussée, même si, comme vous allez voir, un certain nombre d'outils sont assez redondants et déjà bien expliqués dans le logiciel X. Passons maintenant aux deux derniers modes, Add Element et Add Image. Add Image, tout simplement, va vous permettre de venir chercher sur votre ordinateur d'autres photos que vous pourrez intégrer. Vous pouvez les chercher via une URL ou via un stock image, comme on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Par exemple, je pourrais très bien aller chercher une fleur et que j'ajouterai en Accurate, qui apparaîtrait ici. Je peux ensuite venir modifier les modes de fusion et ainsi créer, comme vous le voyez, différentes petites possibilités dans la composition. Ça, c'est pour toute la partie image. Ça va relativement vite, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, nous avons déjà vu ça. On a par contre ensuite Add Element, qui est assez intéressant et qui va permettre de venir ajouter des éléments préenregistrés dans le logiciel, tels que des effets de bokeh. Vous allez pouvoir cliquer et les mettre en place automatiquement. Vous voyez qu'ils sont déjà préenregistrés avec des effets de transparence qui vous permettent de modifier votre photo. Vous avez différents types d'éléments, donc là ça va être tout ce qui va être overlay de colorimétrie, des sortes de filtres, mais vous allez également avoir
en plus de ça, la possibilité par exemple d'ajouter des effets de confetti. Par moment, vous allez voir ici une petite couronne qui apparaît. Cette couronne, cela veut dire que cela est premium. Vous allez devoir malheureusement payer pour pouvoir les utiliser et les ajouter. Ils ne sont pas tous disponibles. Alors, il y a énormément de possibilités, des gens en gratuit, comme vous le voyez, ne serait-ce que dans les bokeh, comme je l'ai dit, dans les colorful, vous allez en avoir quelques-uns aussi, mais la plupart vont être payants. On va aussi avoir des bordures qu'on va pouvoir venir ajouter de base dans le logiciel. Donc là, imaginons, je reviens sur mon overlay. Moi, j'ai un compte premium, donc par champ, je peux mettre différents effets. On va mettre par exemple ici un filtre comme celui-ci. On va baisser un petit peu la transparence. Ici, je peux faire une symétrie verticale ou horizontale, mais aussi un changement de tracé. Et une fois qu'on l'a choisi, on va pouvoir venir ajouter, ici une bordure. Donc ça peut être une bordure classique, dinosaure, pour faire un peu enfantin. Comme ça peut être une bordure un peu plus design, un peu plus déco, qui permet de mettre en valeur la composition. En plus des bordures, on a ensuite différents petits scripts, enfin de petites shapes, qui ressemblent plus ou moins aux éléments que l'on retrouve sur les logiciels comme Instagram et Snapchat. Donc il vous permet de venir ajouter des éléments graphiques rapidement dans la composition. Et vous voyez que ça les ajoute ici, dans les calques. Donc à vous de voir, il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants. Et enfin, on a les stickers, qui était d'ailleurs le mot que je cherchais il y a quelques instants, qui vous permet de venir ajouter, encore une fois, voilà, un petit stickers pour montrer l'ambiance de votre photo, comme sur les réseaux sociaux. Comme je l'avais dit en introduction, le principe de Pixlr X, c'est vraiment de venir pallier pour les réseaux sociaux, pour les community managers, et créer rapidement des petites compositions ou des effets. Et vous voyez que ça permet vraiment de faire quelque chose d'assez sympathique. On a maintenant fait le tour de cette version de Pixlr X. Je vais revenir à l'accueil et nous allons maintenant pouvoir passer à la présentation de Pixlr E, donc qui est la version édition. Et vous voyez qu'on retrouve beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Et là, je vais ouvrir mon fichier. On va retrouver la photo qu'on a déjà travaillée un petit peu plus tôt dans le tutoriel. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paramétrage. Donc là, ce que je vais faire, outre déjà repasser rapidement sur les outils, je vais vous présenter ceux que nous n'avons pas encore vus, parce qu'il y en a quelques-uns. Et nous verrons aussi les différents types de menus. Mais ça, on revoit ça dans le prochain chapitre. Passons maintenant à la partie E de Pixlr, qui est la partie édition. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de points communs avec la version X. La seule différence, c'est que vous allez avoir plus d'options, des filtres supplémentaires, et surtout des possibilités de paramétrage plus importants. On va découper cette partie en deux parties, dirons-nous. Une première où je vais venir refaire un tour sur les outils. Il y en a certains que vous connaissez déjà et que vous avez déjà vus dans la version X, du coup je ne reviendrai pas dessus. Et les autres, vous allez les découvrir au cours d'une vidéo. On verra ensuite les différents menus présents en haut que vous avez ici, rapidement également à travers quelques vidéos. Puis nous viendrons pratiquer un ou deux cas pratiques. Nous verrons certainement une double exposition qui permettra, comme vous le verrez, de composer un visage avec un paysage et de faire des trucs assez stylés. Et nous verrons également comment utiliser les outils pour venir créer un autre fond et modifier des éléments. C'est très simple et très rapide, comme vous le verrez. On attaque donc tout de suite la suite de ce tutoriel avec la découverte des outils de Pixlr E. Passons donc à la présentation des outils. Comme vous allez le voir, ils sont assez semblables à ce que l'on a déjà vu un petit peu plus tôt. On va les reprendre dans l'ordre. Donc, le premier, l'outil de déplacement, qui vous permet, donc comme on a déjà vu, de venir débloquer ici un cadenas, donc de façon à pouvoir déplacer ici un fichier. Je rappelle qu'il est également possible de débloquer un cadenas tout simplement en double-cliquant dessus. Et vous avez aussi un bouton dupliquer, qui permet donc de faire une copie. Je vous recommande toujours de faire une copie, ça permet de garder un calque dit sain, sans effet, et qui peut ainsi permettre de revenir en arrière à tout moment. Et ensuite on a des éléments qu'on a déjà vus, donc de quoi déplacer notre photo. Ici on a l'aspect donc soit fixe, qui permet donc de venir agrandir en gardant ce que l'on appelle l'homothétie, le ratio largeur-longueur. Et ici vous pouvez très bien ne pas l'avoir, donc quand vous êtes en free, ça vous permet de déplacer comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire les déplacements et les modifications de votre choix.
Left et Top permettent de déplacer l'image par rapport au pixel le plus haut et le plus à gauche. Et Width et Height permettent de modifier la hauteur et la largeur. Et ces boutons que vous connaissez maintenant permettent de faire des flips. À côté, on va avoir les boutons de sélection qu'on a déjà vus. Donc on a un rectangle ou le cercle qui vous permet de venir sélectionner très rapidement et très simplement un élément. Si jamais vous restez appuyé sur la touche Shift, même pas, j'aurais pensé que c'était comme les logiciels de PAO, ça ne marche pas, on n'a pas de cercle parfait. Donc malheureusement, un peu plus compliqué pour avoir un cercle parfait, mais il vous faudra utiliser les repères que vous voyez apparaître. Donc là par exemple, on voit que je suis à 177, 177, et que j'adapte petit à petit ma hauteur et ma largeur. Vous avez ici trois modes. Un premier mode qui permet donc de créer un fichier, un carré seul, une sélection qui est représentée ici par des pointillés. Le bouton d'à côté me permet de venir additionner les sélections entre elles. Et le dernier me permet de venir les soustraire. On avait déjà vu un principe équivalent, il est toujours d'actualité. En plus de ces deux outils de sélection, vous avez également les lassos, que l'on a déjà vus et sur lesquels je ne vais pas revenir, qui ont aussi ces différents modes. L'outil suivant, la plume, lui, va avoir... pas la plume, excusez-moi, la baguette magique, va permettre de venir sélectionner, comme on l'avait déjà vu aussi, des éléments ayant une même couleur de pixels. Vous pouvez choisir ici la tolérance, c'est-à-dire le nombre de pixels de couleurs plus ou moins identiques qui vont devoir être sélectionnés. Ici, on va avoir le contour progressif, et ici, la possibilité de venir sélectionner sur l'intégralité ici des calques. Tout simplement parce que on peut avoir plusieurs calques les uns au-dessus des autres. Si vous ne cochez pas cette case, il ne prendra les pixels que du calque sur lequel vous travaillez. Si vous cochez celui-ci, il prendra tous les calques les uns en dessous des autres. Donc ça, ce sont les premiers outils. On va ensuite avoir l'outil de recadrage, qui permet donc, comme vous le voyez, de recadrer votre photo, que l'on a déjà vu un petit peu plus tôt, avec ici quelques paramétrages supplémentaires. La possibilité d'avoir ici une retouche personnalisée, de définir un ratio, 1 par 1 ou un autre, avec des paramètres préenregistrés, ou bien de venir définir la taille directement de nous-mêmes. Donc vous voyez que c'est assez précis et ça permet pas mal de paramétrage. Ici, on peut ensuite appliquer ou annuler. Vient ensuite l'outil ici de retouche, ou plutôt de détourage que l'on a déjà vu. Ce sont les mêmes options, c'est tout simplement ici le fait de venir réaliser une forme, automatiquement cela va se sélectionner ou se découper. Ça dépendra si vous êtes en extrait, en inversé ou en reset. Donc là par exemple, je peux venir me mettre en extrait, je fais une forme et normalement il me l'extrait sur un calque à part. Et vous pouvez venir le déplacer. Donc ça peut être intéressant. Là je reviens en arrière pour reprendre ici mon élément de base. Voilà. Et vous avez ensuite les trois outils de sélection qu'on a déjà vus ici, en plus de qui permettent donc de faire des copies ou autres. Le crop, on a déjà vu également. Je ne rentre pas dans les détails, vous connaissez. Et donc, comme je le disais, il y a ici maintenant donc le bouton Cut Out Mask qui permet de venir découper des éléments. On a déjà vu comment il fonctionne, mais il y a des petites spécificités en plus. Donc là, je reviens sur ma photo de personnage. On a ici la I-Auto, que l'on connaît déjà, que je vous avais présenté, qui permet de venir faire un détourage automatique par algorithme. Et surtout, on a maintenant les dégradés. Ce dégradé, ce petit bouton Gradient Mask, il permet tout simplement de venir définir un point d'entrée et un point de sortie. On va se mettre ici en mode Remove From Mask, et ici, il va venir détourer. C'est-à-dire que le point que vous allez laisser en haut va rester visuel, va rester visible, et celui du bas va venir, devenir invisible. Et ça, c'est dû à l'effet de dégradé qui est ici. Et ce dégradé, vous pouvez venir le paramétrer comme vous le souhaitez, augmenter les points, etc., etc. Vous pouvez même, en venant sur le dégradé, ici définir, vous voyez, plus de puissance. J'ai ici décalé. Maintenant, si je viens faire un tracé, je vais avoir plus de transparence et moins d'éléments visuels. C'est représenté par cette courbe. Là, je vais venir ici supprimer des points. Donc, en revenant ici sur l'élément, vous voyez, je clique. Il y a plusieurs types d'éléments qui sont mis en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ici, j'ai le Int Remove qui permet donc de montrer ici quelque chose d'un petit peu plus doux et de laisser un petit peu de composition. Et ensuite, on a la possibilité d'inverser le masque. On a la possibilité de l'extraire sur un calque à part. Donc ça permet d'en avoir deux, par exemple. Et on a, je vais me refaire ici une inversion, la possibilité de convertir le masque en sélection. Donc là, je sélectionne et il me reprend ma sélection.
Cela sera utile dans un exercice pratique que l'on fera tout à l'heure qui permettra de remplacer, comme vous le verrez, eh bien, le ciel d'une composition. Les éléments suivants, vous les avez déjà vus. Liquify, je ne reviens pas dessus. Pour le heal, je ne reviens pas dessus non plus, on l'a déjà vu. Et le clone, pareil. Ce sont donc des éléments qui permettent de modifier la photo très rapidement. La seule chose qui change, c'est que si vous ouvrez ici le menu de brush, dans tous ces outils, vous avez plus d'options. Ici de taille, ici d'épaisseur, et ici d'espacement entre chacun. Et ici, vous pouvez venir également réduire la forme de votre pinceau, ce qui vous offre plus de paramétrage. Et vous avez plusieurs types de brush proposés, ce qui n'était pas le cas dans la version X. On a ensuite la partie ici, donc je vais zoomer pour que ce soit un peu plus visuel. Blur, on a déjà vu Blur et Sharpen qui ajoutent du détail. Vous avez également Smudge, qui va permettre un petit peu comme Liquify de déplacer votre composition. Mais vous voyez que ça fait très rapidement des petits défauts, ce n'est pas forcément adéquat. Je recommande plutôt donc Liquify pour ça. On a ensuite Dodge and Burn, qu'on a déjà vu, ou quelque chose qui est nouveau par contre, le Sponge and Color, voilà c'est ça, qui permet quant à lui eh bien, de venir prendre le pinceau, on va l'agrandir, et il va permettre lui de venir faire plusieurs petites choses. Soit il va permettre d'ajouter ce que l'on appelle de la vibrance. Alors attendez, je vais le faire sur un nouveau calque pour que ce soit un petit peu plus visuel. Donc là, je fais un clic droit, on va le dupliquer. Comme ça, vous pourrez voir le avant-après. Donc là, avec la vibrance, si par exemple je viens peindre avec mon outil de vibrance, si on fait un petit avant-après, vous voyez que ça fait ressortir légèrement les couleurs. Saturation, pareil, il va permettre de venir resaturer vos couleurs. Et température, qui est ici, quant à lui, va vous permettre de faire ressortir uniquement certaines gammes de couleurs. Ça, c'est pour le Increase, c'est l'équivalent en fait de, ici, le Color. Et en fait, vous avez l'inverse, le Degrace, qui va permettre, lui, de venir désaturer les couleurs, et limite de venir faire du noir et blanc. Donc là, vous voyez, si je viens peindre à plusieurs endroits, et régulièrement, eh bien, au bout d'un moment, les couleurs vont disparaître. Donc là, je prends Saturation, je viens cliquer plusieurs fois, et là, vous voyez que, eh bien, les couleurs ont disparu. Donc c'est l'avantage aussi de cet outil qui permet de saturer, désaturer certaines zones d'une photographie. Donc là, je vais revenir au début pour récupérer les couleurs. Vient ensuite le pinceau ou le crayon. Les deux ont déjà été vus et comme je vous disais, la seule différence, c'est donc la possibilité ici de pouvoir peindre avec cet élément. En lien avec le pinceau, là, vous voyez comme couleur que je n'ai que du blanc. Ici, vous avez deux petits points qui sont apparus qui n'étaient pas là avant. Ces petits points, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver un sélecteur de couleurs. Vous allez pouvoir venir choisir la couleur que vous voulez. Simplement ici, en faisant glisser votre souris, vous cliquez, le point se met en place. Vous voulez un bleu, il se met en place également. Vous pouvez le choisir en teinte, saturation et luminosité ou en RGB. Et si je clique sur OK, maintenant je viens peindre en bleu. C'est la seule petite différence en termes de pinceau qui est intéressante. Vous avez ici le Art Tips qui vous permet normalement d'avoir un peu plus de simplicité et ce qu'on appelle de lissage, mais je ne trouve pas ça forcément adéquat. Par contre, vous avez ici la possibilité d'appuyer sur CTRL et de venir retrouver votre nuancier. De cette façon, le nuancier, vous l'avez ici, c'est vous qui allez choisir la couleur que vous voulez mettre dedans, et bien de cette façon, vous allez pouvoir venir définir une couleur adéquate pour venir peindre. Et ça fonctionne aussi bien pour le pinceau, que pour le crayon, que pour la gomme. Alors pour la gomme, c'est pas forcément utile. Et il y a aussi cet outil qui est le Color Remplace, et lui par exemple il va être intéressant. Il va par exemple permettre de venir prendre un rouge, je vais venir augmenter la taille de mon pinceau, et en fait le principe de celui-ci c'est tout simplement que vous allez venir peindre à un endroit, et il va remplacer la couleur automatiquement. Donc là vous voyez, j'ai cliqué une première fois sur du bleu, il a repéré que c'était du bleu, il a remplacé. J'appuie sur CTRL, je veux du vert, je clique, et en final, hop, il vient automatiquement me le remplacer avec du vert. Alors, il faut faire attention à ne pas dépasser, là je le fais un petit peu rapidement, mais clairement, je pourrais venir faire un Hulk en quelques instants, parce qu'il va repérer qu'il y a des différences de couleurs. Mais vous voyez que c'est assez rapide et assez simple, et ça permet vraiment de modifier un élément. En tout cas, en termes de colorimétrie. On a ensuite le Files. Le Files, il va vous servir si vous venez créer un nouveau calque vide, pour le remplir d'une couleur. Vous choisissez votre couleur ici de premier plan, on choisit par exemple du bleu, je clique sur OK, et il me remplit ma composition avec la couleur que j'ai choisie.
Encore une fois, on a cette histoire de tolérance et d'opacité qui vous permettent, par exemple, de venir fusionner des couleurs. Là, je peux très bien venir mettre un vert avec. Si je fusionne les deux, l'opacité étant plus faible, il va me mettre une couleur qui va mélanger les deux. Donc ça peut être un peu long suivant la taille, mais vous voyez que là, par exemple, ça me permet d'avoir un autre bleu. Je remonte ici l'opacité. On a ensuite la partie dégradée, qui permet de venir réaliser des fonds de dégradé assez intéressants. Il y a deux types. Linéaire, donc il va d'un côté à l'autre. Là on voit qu'on est sur du vert et du noir, ce sont les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Si ici je vais mettre du bleu, vous voyez que normalement c'est du bleu qui devrait être pris en compte. Alors ça a oublié d'être changé, c'est pas grave, on va venir le changer manuellement ici. Et donc là je peux prendre mon bleu. Et je peux faire mon dégradé. L'autre type de dégradé c'est radial. C'est quelque chose qui va être en fait circulaire et qui va s'évaser de la couleur principale vers la deuxième couleur. Donc dans notre cas présent du noir, mais je peux très bien cliquer sur le point noir et venir définir que ça doit être une sorte de bleu foncé. Et donc là, je peux venir créer un dégradé un petit peu différent. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir inverser les couleurs. Donc pour ça, il suffit juste de déplacer les points. Et là, si je refais mon dégradé, vous voyez qu'il est dans l'autre sens. Enfin, le logiciel contient un certain nombre de paramétrages déjà enregistrés et assez intéressants qui permettent de venir créer vos propres dégradés. Et l'idée qui peut être assez bien, c'est de venir par exemple créer un dégradé et venir maintenant dans les modes de fusion. Ici vous avez les blend modes et je peux peut-être le mettre par exemple en overlay qui va me permettre de créer une transition de couleur. Et si vous voulez même aller encore plus vite, vous pouvez directement créer un nouveau calque et ici vous pouvez choisir un blend mode. Donc là je peux demander par exemple qu'il soit en screen, je fais mon dégradé et automatiquement je peux voir le rendu. Là en screen c'est pas concluant. On va le faire en overlay. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Et là, automatiquement, normalement, il est censé le prendre en compte. Alors, je vois que ça n'a pas été le cas. Donc, possible que ça ne fonctionne pas encore. C'est une version encore bêta sur certaines options. Donc, de cette façon, on a normalement la possibilité de fusionner les couleurs. Restent enfin les trois derniers outils. Le shape, vous connaissez déjà. Il permet de créer des formes. Le texte, pareil. On fait ajouter texte et on retrouve les options en haut. La seule chose qu'on va avoir en plus ici, c'est le style, qui va vous permettre de venir normalement enregistrer votre texte ou de dupliquer. Et bien sûr, en cliquant sur Edit, vous pouvez venir éditer le texte qui existe déjà. Là, je vais le supprimer. On a ensuite une pipette. Alors la pipette, c'est assez intéressant pour venir récupérer une couleur. Et là, vous voyez que vous allez récupérer une couleur et il vous propose en fait différentes gammes de tons par rapport à celle-ci. Là, il vous offre une gamme de tons marron, des couleurs en ce qu'ils appellent triatiques, c'est les triades de couleurs, donc en complémentaire, la même chose sur 4, et les complémentaires. Et donc également ici, la possibilité de venir le faire en alter, donc pas forcément totalement différent, c'est juste que je crois qu'il y en a une qui va se poser au premier plan, voilà, si je suis en main, vous voyez, c'est la couleur principale, et si je suis en alter, c'est la couleur qui va être derrière, tout simplement. Et enfin, la loupe permet de zoomer, mais moi je le fais à la molette. Et vous avez ici la petite main qui vous permet de vous déplacer dans la composition, dans la photo. Et ainsi, vous avez vu l'essentiel en 15 minutes de tous les outils de Pixlr I, ou de Pixlr E. Et vous voyez que c'est assez simple à prendre en main. On va maintenant passer dans la prochaine vidéo à la présentation des différents menus. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns à connaître et qui peuvent être intéressants pour retoucher vos photos. Et ensuite, on terminera avec deux petits exercices pratiques qui vous permettront de prendre en main l'outil. Maintenant que nous avons vu l'essentiel des différents outils de Pixlr E, on va s'attaquer rapidement ici aux différents menus présents en haut. Il y en a certains qui vont aller assez vite, d'autres un petit peu plus longs, comme vous vous en doutez. Le premier, File, ici vous permet plusieurs choses. De venir ouvrir une nouvelle image. Donc là, en cliquant sur New, vous retrouvez la page d'accueil. Et à tout moment, vous pouvez même revenir à l'éditeur en cliquant sur la double flèche. Open vous permet de venir importer une image, ici depuis une URL ou de stock image, comme on l'a déjà vu. Et le Browse Element vous permet de venir, comme on l'a vu également dans la partie Pixlr X, de venir intégrer des overlays, des formes, etc. etc. Je rappelle qu'une partie de ces éléments sont payants. Par exemple, les Colorful, vous voyez ici qu'il y a un petit premium. Cela veut dire que si vous souhaitez les utiliser, il vous faudra payer. Mais vous voyez que ça permet de venir les ajouter et ça peut rendre assez sympathiquement dans la composition.
Ici, vous voyez d'ailleurs qu'ils sont mis en mode screen, parce que c'est tout simplement une image que vous avez utilisée et que vous pouvez ajouter. Là, je vais la supprimer et on va avancer. On a la possibilité bien sûr d'enregistrer, d'imprimer ou de fermer la fenêtre. Donc tout ce qui est assez classique en termes de menu dans un logiciel. Dans Edit, plusieurs options aussi assez simples. Retour en arrière, le CTRL Z qui est le fameux Undo. Le redo qui permet de faire une remise en avant, c'est-à-dire que si vous faites un CTRL Z, vous pouvez faire un CTRL Y pour remettre en avant. Et des raccourcis, somme toute, assez classiques. Couper, coller, copier, effacer ou justement ici coller. Vous avez ensuite le Free Transform, donc c'est ce qu'on a actuellement ici, hein, on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Ça vous permet de venir déplacer et déformer votre image tout simplement. Donc c'est le côté Free. Vous avez également le Free Distortion, qu'on a déjà vu également aussi, mais qui permet donc de venir, vous voyez, déformer votre image en quelques instants. On appuie sur Échappe pour enlever cet effet de Free Distortion. Et sinon, vous avez la possibilité donc de l'avoir en faisant CTRL K. Outre cet élément, on a ensuite donc le transformation qui permet de venir faire, hop là, j'ai été un petit peu trop vite, une rotation de votre image à gauche ou à droite, un flip horizontal ou vertical. Vous avez ensuite la possibilité de remplir votre fond, donc ici, ou, donc là vous pouvez choisir la couleur de fond, vous pouvez choisir l'opacité, vous cliquez sur appliquer, et automatiquement, normalement, c'est censé ajouter un fond de couleur. Alors là, vous voyez que ça n'a pas forcément fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, c'est les soucis encore du logiciel, il y a des fois encore des petites choses à revoir. Et vous avez également la possibilité ici d'ajouter donc le Files. Donc là, on va mettre une opacité à 100%, on applique. Et donc là, vous voyez que sur mon image de fond, il est venu ajouter ici donc un fond de couleur. On revient en arrière, hein, ça permet vraiment, ça peut être intéressant, mais ça va plus vite de le faire avec le pot de peinture, donc je ne recommande pas forcément. La partie suivante, la partie image, vous permet tout simplement de venir redéformer votre image, donc en largeur et en hauteur, et de contraindre les proportions, de venir modifier le canevas, donc ça on a déjà vu dans la version X aussi, donc de pouvoir modifier la taille de votre espace de travail, ou encore de venir encore une fois faire des rotations, mais cette fois uniquement de l'image. Donc là par exemple, si je fais une rotation de l'image, vous voyez que tout bouge, mais normalement ça devrait ne bouger que l'image et non pas le layer. Mais vous avez également le même principe donc ici, tout simplement. Alors là justement il me dit que le layer est bloqué, et c'est justement là qu'il y ait la petite erreur de ce que je pensais. Donc là ça ne bouge que l'image, alors que ça devrait être normalement inversé. Petite erreur de traduction, je pense que quand on aura la version française, ça serait un peu plus logique, qui ne devrait normalement pas tarder. On va avoir ensuite la possibilité de cropper votre image, on a déjà un outil pour ça, et on a également ici, hop là, je clique trop vite, ça marche moins bien, ce qu'ils appellent le trim, qui permet de venir cropper normalement depuis une sélection. Dans Layer, très simple aussi, ici, nouveau calque, dupliquer, ajouter une image, ajouter un élément, donc que des choses qu'on a déjà vues, hein, c'est assez redondant, mais c'est encore à cet endroit-là. Supprimer un calque, ici c'est pour s'occuper des éléments de texte quand il y en a. Merge down, merge visible, etc. Ça permet de venir sélectionner uniquement, ou plutôt de ne garder que les calques qui sont visibles. Là, si je mets les calques visibles, normalement il est censé tous me les remettre. Et si vous venez ici dans Flatten Image, ça permet d'aplatir tous vos calques. Ça peut être utile suivant certaines thématiques. Ça, ces deux boutons-là, c'est quand vous avez plusieurs calques, ça vous permet de venir sélectionner le calque au-dessus ou d'en dessous. Là, vous voyez, je vais juste faire deux calques pour vous montrer. Si je clique sur celui du dessous, il va normalement me sélectionner celui qui est en dessous, etc. etc. Alors là, il me dit qu'il n'y a pas de calque compilé, donc ce n'est pas possible, mais normalement, c'est l'utilité de ce bouton. Je viens ici supprimer. On a ensuite la possibilité de venir ajouter un masque automatique, comme on a déjà vu pour détourer, et la possibilité d'ajouter un masque de nous-mêmes. Donc là, je peux ajouter un masque, tout est caché, et bien sûr, il est possible après de venir travailler dessus avec les outils que l'on a déjà vus. Et ici, vous avez les options de masque. Viennent ensuite les sélections. Le premier permet de sélectionner tout votre document à l'aide d'un CTRL A. Ici, vous avez ensuite sélectionné uniquement les éléments en pixels, parce que si jamais vous avez des éléments vectoriels, ils ne seront pas sélectionnés. On va avoir désélectionné, transformer ou inverser la sélection, tout simplement parce que parfois, on peut venir juste faire une petite sélection. Et donc là, je peux venir sélectionner et inverser celle-ci, pour sélectionner tout sauf
ce que j'avais sélectionné à la base. Et on peut ensuite venir convertir en masque, enregistrer la sélection ou la remettre en place. Vous voyez, très simple et très rapide à mettre en place. Pour ce bouton et celui-ci, je vais faire des vidéos dédiées juste après. Je finis donc avec View et Help avant d'attaquer la vidéo sur Adjustment et la vidéo sur Filter pour bien vous présenter les différentes possibilités. Même si, vous allez voir, on en a déjà vu une bonne partie. Dans View, on va avoir la possibilité de venir zoomer en avant et en arrière avec un CTRL plus et CTRL moins. Fit écran permet de venir mettre votre élément en plein écran ou ici vraiment en plein écran. Les 100%, 200%, 300%, c'est bien sûr les modes de visualisation. Le full screen, c'est un raccourci assez classique, c'est sur tous les logiciels, sur toutes les pages web. Si vous appuyez sur F11, vous pouvez passer en plein écran. Et bien sûr, le dernier, c'est juste pour choisir si vous voulez avoir un fond gris, light ou dark. Et dans Help, vous allez retrouver toutes les aides, donc les réseaux sociaux liés à Pixlr, les color match et les font matchers que j'ai déjà présentés donc dans d'autres formations qui sont sur designs.ai. Ils sont en partenariat avec eux, donc ça peut être intéressant pour travailler. Et on va retrouver la possibilité de laisser un feedback si on le souhaite. Donc vous voyez que les menus sont assez rapides à prendre en main. Il reste les deux qui sont ici, Adjustment et Filter, qu'on va voir donc dans la suite de ce tutoriel. Maintenant que nous avons vu l'essentiel des différents outils de Pixlr E, on va s'attaquer rapidement ici aux différents menus présents en haut. Il y en a certains qui vont aller assez vite, d'autres un petit peu plus longs, comme vous vous en doutez. Le premier, File, ici vous permet plusieurs choses. De venir ouvrir une nouvelle image, donc là en cliquant sur New, vous retrouvez la page d'accueil, et à tout moment vous pouvez même revenir à l'éditeur en cliquant sur la double flèche. Open vous permet de venir importer une image, ici depuis une URL ou de stock image, comme on l'a déjà vu. Et le Browse Element vous permet de venir, comme on l'a vu également dans la partie Pixlr X, de venir intégrer des overlays, des formes, etc. etc. Je rappelle qu'une partie de ces éléments sont payants. Par exemple, les Colorful, vous voyez ici qu'il y a un petit premium. Cela veut dire que si vous souhaitez les utiliser, il vous faudra payer. Mais vous voyez que ça permet de venir les ajouter et ça peut rendre assez sympathiquement dans la composition. Ici, vous voyez d'ailleurs qu'ils sont mis en mode screen, parce que c'est tout simplement une image que vous avez utilisée et que vous pouvez ajouter. Là, je vais la supprimer et on va avancer. On a la possibilité bien sûr d'enregistrer, d'imprimer ou de fermer la fenêtre. Donc tout ce qui est assez classique en termes de menu dans un logiciel. Dans Edit, plusieurs options aussi assez simples. Retour en arrière, le CTRL Z qui est le fameux Undo. Le redo qui permet de faire une remise en avant, c'est-à-dire que si vous faites un CTRL Z, vous pouvez faire un CTRL Y pour remettre en avant. Et des raccourcis, somme toute, assez classiques. Couper, coller, copier, effacer ou justement ici coller. Vous avez ensuite le Free Transform, donc c'est ce qu'on a actuellement ici, on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Ça vous permet de venir déplacer et déformer votre image tout simplement. Donc c'est le côté Free. Vous avez également le Free Distortion, qu'on a déjà vu également aussi, mais qui permet donc de venir, vous voyez, déformer votre image en quelques instants. On appuie sur Échappe pour enlever cet effet de Free Distortion. Et sinon, vous avez la possibilité donc de l'avoir en faisant CTRL K. Outre cet élément, on a ensuite donc le transformation qui permet de venir faire, hop là, j'ai été un petit peu trop vite, une rotation de votre image à gauche ou à droite, un flip horizontal ou vertical. Vous avez ensuite la possibilité de remplir votre fond, donc ici, donc là vous pouvez choisir la couleur de fond, vous pouvez choisir l'opacité, vous cliquez sur appliquer, et automatiquement, normalement, c'est censé ajouter un fond de couleur. Alors là, vous voyez que ça n'a pas forcément fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, c'est les soucis encore du logiciel, il y a des fois encore des petites choses à revoir. Et vous avez également la possibilité ici d'ajouter donc le Files. Donc là, on va mettre une opacité à 100%, on applique. Et donc là, vous voyez que sur mon image de fond, il est venu ajouter ici donc un fond de couleur. On revient en arrière, ça permet vraiment, ça peut être intéressant, mais ça va plus vite de le faire avec le pot de peinture, donc je ne recommande pas forcément. La partie suivante, la partie image, vous permet tout simplement de venir redéformer votre image, donc en largeur et en hauteur, et de contraindre les proportions, de venir modifier le canevas, donc ça on a déjà vu dans la version X aussi, donc de pouvoir modifier la taille de votre espace de travail, ou encore de venir encore une fois faire des rotations, mais cette fois uniquement de l'image.
Donc là par exemple si je fais une rotation de l'image, vous voyez que tout bouge, mais normalement ça devrait ne bouger que l'image et non pas le layer. Mais vous savez également le même principe donc ici, tout simplement. Alors là justement il me dit que le layer est bloqué, et c'est justement là qu'il y ait la petite erreur de ce que je pensais. Donc là ça ne bouge que l'image, alors que ça devrait être normalement inversé. Petite erreur de traduction, je pense que quand on aura la version française, ça sera un peu plus logique, qui ne devrait normalement pas tarder. On va avoir ensuite la possibilité de cropper votre image, on a déjà un outil pour ça, et on a également ici, hop là, je clique trop vite, ça marche moins bien, ce qu'ils appellent le trim, qui permet de venir cropper normalement depuis une sélection. Dans Layer, très simple aussi, ici, nouveau calque, dupliquer, ajouter une image, ajouter un élément, donc que des choses qu'on a déjà vues, hein, c'est assez redondant, mais c'est encore à cet endroit-là. Supprimer un calque, ici c'est pour s'occuper des éléments de texte quand il y en a. Merge down, merge visible, etc. Ça permet de venir sélectionner uniquement, ou plutôt de ne garder que les calques qui sont visibles. Là, si je mets hop, les calques visibles, normalement il est censé tous me les remettre. Et si vous venez ici dans Flatten Image, ça permet d'aplatir tous vos calques. Ça peut être utile suivant certaines thématiques. Ça, ces deux boutons-là, c'est quand vous avez plusieurs calques, ça vous permet de venir sélectionner le calque d'au-dessus ou d'en dessous. Là, vous voyez, je vais juste faire deux calques pour vous montrer. Si je clique sur celui du dessous, il va normalement me sélectionner celui qui est en dessous, etc. etc. Alors là, il me dit qu'il n'y a pas de calque compilé, donc ce n'est pas possible, mais normalement, c'est l'utilité de ce bouton. Je viens ici supprimer. On a ensuite la possibilité de venir ajouter un masque automatique, comme on a déjà vu pour détourer, et la possibilité d'ajouter un masque de nous-mêmes. Donc là, je peux ajouter un masque, tout est caché, et bien sûr, il est possible après de venir travailler dessus avec les outils que l'on a déjà vus. Et ici, vous avez les options de masque. Viennent ensuite les sélections. Le premier permet de sélectionner tout votre document à l'aide d'un CTRL A. Ici, vous avez ensuite sélectionné uniquement les éléments en pixels, parce que si jamais vous avez des éléments vectoriels, ils ne seront pas sélectionnés. On va avoir désélectionné, transformer ou inverser la sélection, tout simplement parce que parfois, hop, on peut venir juste faire une petite sélection. Et donc là, je peux venir sélectionner et inverser celle-ci, pour sélectionner tout sauf ce que j'avais sélectionné à la base. Et on peut ensuite venir convertir en masque, enregistrer la sélection ou la remettre en place. Vous voyez, très simple et très rapide à mettre en place. Pour ce bouton et celui-ci, je vais faire des vidéos dédiées juste après. Je finis donc avec View et Help avant d'attaquer la vidéo sur Adjustment et la vidéo sur Filter pour bien vous présenter les différentes possibilités. Même si, vous allez voir, on en a déjà vu une bonne partie. Dans View, on va avoir la possibilité de venir zoomer en avant et en arrière avec un CTRL plus et CTRL moins. Fit écran permet de venir mettre votre élément en plein écran ou ici vraiment en plein écran. Les 100%, 200%, 300%, c'est bien sûr les modes de visualisation. Le full screen, c'est un raccourci assez classique, c'est sur tous les logiciels, sur toutes les pages web. Si vous appuyez sur F11, vous pouvez passer en plein écran. Et bien sûr, le dernier, c'est juste pour choisir si vous voulez avoir un fond gris, light ou dark. Et dans Help, vous allez retrouver toutes les aides, donc les réseaux sociaux liés à Pixlr, les color match et les font matchers que j'ai déjà présentés donc dans d'autres formations qui sont sur designs.ai. Ils sont en partenariat avec eux, donc ça peut être intéressant pour travailler. Et on va retrouver la possibilité de laisser un feedback si on le souhaite. Donc vous voyez que les menus sont assez rapides à prendre en main. Il reste les deux qui sont ici, Adjustment et Filter, qu'on va voir donc dans la suite de ce tutoriel. Passons maintenant à la partie filtre de Pixlr E. Alors, on en a vu la plupart, mais je voulais quand même les remontrer au cas où. Ils sont assez nombreux. Le premier, donc Effet Librairie, vous permet de retrouver la série de filtres et d'effets que l'on avait déjà vus dans Pixlr X un petit peu plus tôt. Donc je ne repasse pas dessus, vous les avez vus pour la plupart. Vous avez ensuite différents effets qui peuvent donc être rajoutés à la composition, tels que des effets ici de netteté, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc qui permettent d'ajouter cet effet de netteté à la photo, des effets de clarity qui permettent d'augmenter les détails ou au contraire de venir ici flouter un petit peu, qui peuvent aussi être très intéressants. Toujours dans la continuité, vous avez des effets donc de flou, qu'on appelle des blurs, donc là c'est l'équivalent d'un flou gaussien, qui va permettre de flouter la composition. Toujours dans les détails, donc on a le Gaussian Blur directement, qui va avoir le même effet que le blur, mais en un petit peu plus diffus, un petit peu plus artistique.
Vous avez ensuite le zoom blur qui va venir, comme vous le voyez ici, donner un effet de zoom sur une photo, un petit peu à l'effet Star Wars. Et vous pouvez définir son emplacement via un bouton X et Y, qui est donc une position par rapport à la hauteur, et enfin au top et au left. Donc ça peut être intéressant pour donner des petits effets rapidement. Le côté smooth, lui, il va permettre d'adoucir votre photo. Alors c'est vraiment très léger, hein, mais ça permet de venir avoir un petit effet qui peut être sympathique pour finaliser une photo. Le grain va venir ajouter, comme vous le voyez, un petit effet un petit peu vintage, qui est inspiré de l'argentique, qui avait ces petits points, ces petits grains très présents, et qui peuvent donc être ajoutés informatiquement. Vous avez Light Noise, qui permet d'ajouter encore plus de grains, pour donner vraiment un effet vintage. C'est pas forcément adapté à toutes les photos, mais ça peut donner un effet un peu ancien, qui peut être sympathique. Et vous avez le Remove Noise, lui, qui est l'effet inverse, qui va permettre d'enlever, si vous avez des petits défauts, en venant flouter certaines parties. Ça peut être utilisé également pour donner, comme vous le voyez, un effet un peu artistique à la photographie. Ensuite, on a un effet de vignettage, qu'on a déjà vu, hein, qui permet de venir ajouter cet effet de cadre un petit peu sombre, ou au contraire un petit peu lumineux à la photo, qui peut ajouter un petit plus à la fin qui peut être intéressant. On a ensuite le bloom, donc lui qui permet d'éclaircir la photo, de surexposer celle-ci par endroit. C'est pas l'endroit le plus utile et je préfère utiliser pour ma part les adjustments. Le glamour va donner un effet ici, vous voyez, un petit peu contrasté, un petit peu justement glamour à la photo. Pourquoi pas. Tandis que le dehaze, lui, va venir, on l'avait déjà vu, ajouter du contraste et faire ressortir quelques petits effets dans les tons sombres. On a ensuite Inner Glow et Outer Glow, donc ici sur lequel je vais cliquer, et qui permet tout simplement de venir donner, comme vous le voyez, un contour lumineux. Vous pouvez choisir sa taille, vous pouvez choisir s'il est plus ou moins progressif et son opacité. Il le fait, ici vous voyez, sur le contour et sur les endroits où j'avais déjà mis des coups de gomme. Mais si vous venez par exemple le faire sur une sélection, eh bien normalement ce filtre se fera sur la sélection que vous avez choisie. On va tester, je le découvre avec vous, je n'ai jamais essayé, on va voir ça tout de suite. Et donc là, vous voyez, l'effet se fait uniquement sur le contour. C'est assez logique. On a ensuite, hop là, l'effet inverse, ici avec le Outer Glow, qui va permettre lui de venir non pas ajouter de la lueur à l'intérieur normalement, mais à l'extérieur d'une sélection. Et surtout, ça va être une ombre plus qu'une lumière. Encore une fois, ça met un petit peu de temps à charger en informatique, comme on est sur un logiciel qui est sur internet directement. Tout dépend de la connexion, bien sûr, que vous avez. Et donc là, j'ai bien l'impression que ma connexion a quelques petits loupés. Et donc là, du coup, voilà, si je viens donc maintenant ajouter mon élément, on ne le voit pas forcément, mais normalement, ça permet de venir ajouter une ombre. Donc là, je vais la mettre en sombre, et ça doit normalement l'ajouter à la composition. Alors là, encore une fois, petit bug d'affichage, hein, ça arrive quelques fois avec le logiciel, il est encore relativement récent, donc ça peut se comprendre. On va ensuite avoir donc le outline, normalement qui permet de venir faire un contour. Encore une fois, on clique, on attend que ça charge. Et donc là, donc vous voyez que ça va permettre, encore une fois, normalement, de venir ajouter des contours. Alors là, forcément, j'ai oublié de remettre une sélection, sinon c'est pas drôle. Et donc, on vient remettre l'outline sur la sélection. Si ça ne marche pas, eh bien, très bonne question, je ne vois pas d'où est le souci. Donc je vais faire remonter justement un petit feedback avec le bouton qui est ici pour informer qu'il y a un souci sur la fonctionnalité. Et donc là, encore une fois, je vois qu'il y a ce petit souci, donc je ferai remonter l'info. Le filtre suivant, donc Drop Shadow, permet normalement sur une forme de venir ajouter, eh bien tout simplement, comme son nom l'indique, une ombre. Donc une ombre portée. Donc là on va essayer. Hein. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais la faire sur un nouveau calque. Histoire que ce soit un peu mieux. Donc là, j'annule ma shape, je crée un nouveau format, enfin un nouveau calque. Et on va ici donc venir faire filtre et drop shadow. Et là, normalement, si tout se passe bien, on est censé pouvoir, en déplaçant les éléments, avoir, comme vous le voyez ici, une ombre portée, définir ici si elle est plus ou moins floue et sa couleur. Et je pense d'ailleurs que si je le fais sur cette forme à part, donc maintenant mon outline, ça devrait même marcher un petit peu plus vite et surtout mettre un peu moins de temps à charger. On va regarder et là je peux changer le contour. Je pense que c'est parce que tout à l'heure je travaillais uniquement sur une photo et donc il me les mettait en extérieur et celle-ci était beaucoup trop grande. Dans les filtres ensuite, il n'en reste pas beaucoup, on va avoir des filtres qui vont être surtout un peu plus créatifs maintenant. Donc là je vais enlever ici
mon calque, on va garder notre photo, on va avoir ici donc le fringe, qui va permettre, qu'on a déjà vu ici, de donner un effet un peu graphique, c'est sympa, on l'avait vu un petit peu plus tôt. Pareil, le pixelisation, qu'on avait déjà vu, le mosaïque et le halftone. Ce sont deux éléments qu'on avait vus aussi. Je les remontre, histoire que vous sachiez où ils sont quand vous êtes dans la version E de Pixlr, mais ce ne sont pas forcément les filtres principaux à utiliser. De cette façon, vous savez maintenant comment les utiliser, comment ils fonctionnent et où ils sont. Le halftone est assez intéressant, on ne l'avait pas non plus sur l'autre partie. Ça permet de découper, eh bien, tout simplement en pixels, ou plutôt en points, votre composition pour une impression. Ça peut être rigolo, donc à tester. Et vous voyez que vous avez donc le choix entre plusieurs types de trames. Et donc voilà pour tous les effets de filtre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais revenir à l'accueil. On va juste venir chercher deux photos qui vont nous permettre, eh bien, de venir réaliser, comme je vous l'avais dit, un effet de double exposition, et je vais vous montrer rapidement comment faire un changement de couleur sur le t-shirt de ce personnage, qu'on a déjà vu. Et sans utiliser ici, eh bien, la fonctionnalité qu'on a utilisée tout à l'heure, qui est l'outil changement de couleur. On va voir comment faire cela avec les options de teinte saturation, uniquement sur un élément. Et on attaque ça donc dans la prochaine vidéo. Passons donc à l'exercice de retouche colorimétrique. Imaginons ici que je souhaite retoucher la couleur de notre iris. Je vais venir tout simplement prendre mon outil de sélection, donc là par exemple mon ellipse, et je vais venir réaliser, vous voyez, une sélection qui va reprendre, eh bien, tout simplement l'œil. Pensez bien à vous mettre en mode New Sélection, de façon à ce que ce soit plus précis, et de cette façon, on a donc notre œil qui va être sélectionné. Je vais même venir le refaire, parce que je vais venir augmenter ici, tout simplement, mon contour progressif, de façon à avoir, eh bien, un petit effet de flou qui apparaisse. Je vais en profiter également, je vais venir prendre ici mon lasso polygonal, que l'on a déjà vu, et je vais me mettre en mode soustraction, tout simplement parce que je vais désélectionner la paupière qui est ici. Donc vous voyez, ça va assez vite. Et de cette façon, j'ai désélectionné mon œil. Et je vais venir maintenant, eh bien, simplement avec un contrôle, hop là, pas un contrôle J, pardon, un clic droit et le bouton dupliquer, eh bien, copier mon arrière-plan, de façon à ne pas modifier celui-ci. Et sur le background ici, copy qui est en place, on va venir maintenant, eh bien, faire ajustement, Hue et Saturation, et maintenant, on va pouvoir venir modifier, comme vous le voyez très rapidement, eh bien, la saturation de l'œil et surtout sa couleur, de façon à avoir un œil de la couleur que l'on veut. Et cela se fait très rapidement et très simplement. Il suffit juste de modifier et de cliquer sur appliquer. Et de cette façon, notre œil est maintenant modifié. Et si on regarde, on peut avoir le avant-après ici, qui est visible. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop visuel ici, un petit peu trop visible, et que vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez prendre la gomme, avec une opacité un petit peu baissée, on va la mettre ici à 50%, avec, en cliquant, un softness à 100%, et ici, si je viens maintenant donc, et augmenter la taille, j'ai oublié, augmenter la taille de mon pinceau, je vais pouvoir venir ici, vous voyez, tout simplement, eh bien, hop, effacer tout doucement, et comme en dessous, on va retrouver l'autre photo, ça nous permet, eh bien, de modifier l'œil. Donc vous voyez que c'est très simple et très rapide, et ça permet vraiment de donner un effet et une autre colorimétrie très rapidement à une composition. Donc voilà pour cette petite astuce. On va maintenant passer à la partie double exposition, qui, comme vous allez le voir, est très simple à mettre en place aussi. Il y a juste quelques petits trucs à connaître. Pour le dernier exercice de ce tutoriel, je vous propose de venir réaliser une petite double exposition. Alors j'ai récupéré cette photo, que j'aime beaucoup, et on va récupérer une photo de paysage. Donc je reviens à l'accueil, on va aller dans Stock Church, et on va prendre, par exemple, je ne sais pas, celle-ci. Très simple, non, voilà, même pas celle-ci. On va revenir sur celle-ci, et il y avait, voilà, ce paysage avec les arbres qui me paraît pas mal. La première chose que je vais faire, c'est ici un CTRL A qui me permet de tout copier, enfin de tout sélectionner, comme vous le reconnaissez au pointillé, et un CTRL X pour tout couper. Et je vais me mettre dans l'onglet d'à côté et faire un CTRL V pour coller ma photo. Donc on va la laisser charger, et vous voyez qu'elle apparaît maintenant ici. L'idée va être la suivante. Je vais créer un nouveau calque que je vais mettre en dessous, ici, de mon élément, et je vais faire un contrôle, enfin ou plutôt un clic droit, et une duplication,
pour avoir mon personnage au-dessus. Ce personnage, avec les outils de sélection, donc à vous de définir celui que vous voulez, soit le pinceau, soit le Magic Mask, soit le lasso, ou si vous avez un compte premium avec l'intelligence artificielle auto, on va venir découper le personnage. Donc là, on va voir, vous allez le voir même rapidement, qu'il a assez bien découpé le personnage et que ça me plaît pas mal. Je vais venir prendre ensuite le pot de peinture, et en appuyant ici, d'abord avec la pipette, je vais prendre la couleur qui est ici. Ça sera la couleur de fond. Je le colle sur mon calque, le détourage n'est pas parfait, on peut venir le modifier, tout simplement en prenant ici le bouton donc masque, je vais prendre mon pinceau, on va venir augmenter la taille de celui-ci, je vais augmenter le softness, et on va venir donc tout simplement se mettre en mode remove from mask, et là de cette façon, alors déjà si je me mets pas sur le bon calque ça marche moins bien, si je viens sur celui-ci, si je viens effacer, ça va effacer ici les choses qui ne sont pas forcément parfaites, peut-être permettre d'avoir une incrustation un peu plus intéressante. Pour le type d'exercice, si ce n'est pas parfait, qu'il y a un petit dégradé, ça me va. C'est juste pour vous montrer le principe. Et l'idée après, ça va être de venir mettre ce calque qui est ici, donc le image.png, que je vais pouvoir sélectionner et déplacer. Là, vous voyez qu'il est un peu grand. On va venir le réduire. L'idée, ça va être de le faire apparaître, faire un clic droit, et de le mettre en mode, par exemple, screen. Donc, qui est ici, et qui permet, comme vous le voyez, de faire apparaître votre montage, mais uniquement sur la jeune fille ou à l'intérieur d'elle, dans son visage. Donc là, je vais l'agrandir de cette façon. Je vais venir ici faire un clic droit. On va baisser un petit peu l'opacité pour que les deux se mélangent. Et l'idée, c'est que il faut que l'élément arrête de dépasser ici. Je vais revenir sur le calque de la jeune fille, faire Select et Select Pixel. Normalement, il est censé... Alors, il l'a pas fait ici. On va recommencer. Donc, je vais désélectionner. On va tout simplement rendre invisible ici le calque. C'est vrai que j'ai pas pensé. On peut maintenant venir récupérer ici notre élément, notre baguette magique qui permet de sélectionner les éléments. Je me mets en addition. Et en fait, l'idée, ça va juste être de venir sélectionner tout ce qu'il y a ici sur le personnage. De cette façon, donc là, je le fais comme ceci. On va pouvoir venir rajouter également, normalement, un contour progressif. Alors, j'aurais dû le faire avant. On va venir augmenter donc cette partie. On va donc sélectionner un maximum de choses. Comme vous le voyez ici, donc, je me mets ensuite en addition. J'ai le visage, j'ai les cheveux, etc., etc. Je vais reprendre ici le bout d'épaule également. C'est pas grave si je n'ai pas tout. On pourra corriger ça par la suite. On va se remettre sur l'image qui est ici. Et on va venir, tout simplement, ici, découper. Et donc, je vois encore une fois qu'il n'a pas voulu. Alors, on va le faire manuellement, tant pis. Je pensais qu'il allait garder la sélection, je sais pas pourquoi il l'a pas gardé. Donc, je vais tout simplement prendre mon lasso, qui est ici. Et on va venir, refaire la sélection autour du personnage, histoire de ne pas avoir trop d'informations. Et après, au pire, je viendrai terminer avec le lasso. Alors, c'est sûr que c'est moins précis que ce que j'avais en tête, mais ça fonctionne aussi. Comme vous allez le voir, surtout qu'on a des endroits où les couleurs sont un peu superposées, etc. Donc, ça fonctionne. Et donc là, j'ai fait une sélection. Il a croppé mon élément. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse l'inverse. Donc, pour cela, on va dans Layer, More Mask et Inverse Mask. Et de cette façon, vous voyez qu'il ne me garde le masque que sur le personnage. Alors là, la qualité n'est pas optimale. Donc, on va venir prendre le pinceau, comme tout à l'heure, garder l'opacité à 100%, et on va se mettre en Remove to Mask. Et là, vous voyez, si je viens peindre, ça va effacer sur le dit masque. Donc, on vient effacer de façon à ce que les éléments se fusionnent entre eux de façon beaucoup plus précise et d'avoir cette vraie double exposition qui se met en place sur notre personnage. Alors, bien sûr, vous pouvez venir agrandir ici, augmenter ou baisser le nombre de steps. Là, je vais le baisser pour que ça aille plus vite. On va agrandir également le pinceau et ainsi, vous voyez, quand je viens peindre, ça va permettre d'avoir ici, tout simplement, alors je sais pas pourquoi, voilà, il m'a remis ici les éléments, on va pouvoir effacer. Donc là, j'ai mis justement un petit peu trop de steps, on va le descendre un petit peu, et là, si maintenant je viens peindre, on a une incrustation qui va commencer à se faire tout doucement. On va revenir ici sur les lunettes, sur les bases ici devant,
de façon à venir incruster au mieux notre élément. Et ainsi, eh bien, vous voyez que très rapidement, on peut venir créer notre double exposition. Et au besoin, on peut venir cliquer sur Add Mask. Là, par exemple, je veux en récupérer pour venir, eh bien, modifier mon élément. Et pour que ce soit encore plus beau visuellement, là, vous voyez qu'il y a des endroits où ça ne se voit pas trop. L'autre possibilité que je vais vous montrer, c'est tout simplement en cliquant ici, par exemple, de ne pas mettre le masque. Donc là, je vais l'enlever. Et vous voyez que ça apparaît sur les zones ici colorées. Et bien en fait, pour pas que cela soit visuel comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre fond. On prend notre pot de peinture. On va se mettre ici avec du blanc. Je lance ici mon pot de peinture pour que le fond soit blanc. Donc ça prend quelques secondes à charger. Et là, vous voyez en fait que l'effet ne sera visible que sur le personnage. Parce que la double exposition, ça ne fonctionne pas comme on est en mode screen sur le blanc. Donc ça peut être aussi une occasion de gagner du temps. Et là, eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est prendre mon pinceau pour découper. Ici, on va venir baisser la taille. On va venir baisser le softness. Je me mets bien en Remove from Mask. Et là, en fait, tout ce qui va me servir à rien, hop, on va venir l'effacer pour avoir quelque chose qui soit un peu plus précis et qui fonctionne un peu mieux. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant dans la composition. Et là, vous voyez que même sur les cheveux, on a quand même quelque chose qui peut être sympa. Là, on peut venir l'ajouter sur le masque. On peut venir remettre, par exemple, toute cette partie-là. Alors là, il faut que j'augmente un petit peu la taille de mon pinceau parce que j'avais effacé beaucoup sur l'extérieur. Et de cette façon, eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est même venir fusionner le fond et le personnage sur toute une partie et que ensuite on ait le reste de la composition. Donc vous voyez, c'est la possibilité de faire pas mal de petites choses assez rapidement et de façon assez intéressante en termes de double exposition, de retouche photo. Alors bien sûr, il y a quelques petites techniques à connaître. Là, je ne vous présente qu'une possibilité rapide, mais quand vous commencerez à maîtriser l'outil, si vous voulez essayer des choses, vous pouvez très rapidement obtenir des rendus assez qualitatifs. Donc voilà qui clôture ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Il ne me reste moi maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, que ce soit sur des outils comme celui-ci, un petit peu différent de Photoshop, qui est Pixlr, ou pourquoi pas d'autres outils que vous aimeriez que je vous fasse découvrir. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.